Podcast Floqueo, le podcast de la start-up engagée. Destination Mexique aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode du verre à moitié plein, le podcast de l'optimisme qui vous fait voyager différemment. Le Mexique est un pays qui fait rêver. Des sites archéologiques incroyables, des plages de sable fin, une gastronomie classée patrimoine immatériel de l'UNESCO, des villes coloniales somptueuses, des paysages époustouflants, du désert à la jungle en passant par la montagne et les grands canyons et les forêts. Et le Mexique, c'est aussi un art de vivre, une culture et une histoire passionnantes qui, comme bien d'autres pays, souffrent de son lot de représentations bien loin des réalités, avec des clichés enracinés qu'il est même inutile de les lister. Alors aujourd'hui, on aimerait vous faire découvrir un autre Mexique, un Mexique plus authentique et bien sûr toujours écotouristique. Pour cela, nous sommes avec Alexia, cofondatrice de l'agence de voyage Mexico, une agence justement écotouristique basée à Mexico. Alexia, bonjour. Bonjour, tu as bien résumé le Mexique, tu l'as bien introduit. ça donne déjà envie d'y voyager. Et déjà, avant qu'on commence l'épisode, Mexico, ça veut dire quoi? Ça vient d'où? Parce que tout à l'heure, tu m'expliquais que on prononce Mexico et pas Mexico ou Mexico, comme on pourrait le penser à la lecture. Ben oui, écoute, Mexico, en fait, ça vient des Mexicas, comme tu le sais certainement. En fait, les Mexicas, c'était le peuple précolombien en fait qui vivait à Mexico, Tenochtitlan, avant l'arrivée des Espagnols, et c'est pour ça qu'on a créé l'agence sous ce nom-là, Mexico, qui veut dire le lieu du nombril de la lune, pour la petite histoire. Super, merci pour l'anecdote. Et la première question que j'aimerais te poser, c'est pourquoi le Mexique en fait? Alors c'est très marrant parce que du coup en fait le Mexique est venu à nous un petit peu par hasard. On n'a pas forcément décidé d'y aller. C'était un petit peu par hasard. En fait moi j'ai rencontré mon associée Elise à Luxembourg. On travaillait ensemble et on savait qu'on voulait entreprendre. Et en fait elle devait effectuer un semestre en fait au Mexique pour terminer en fait son master. Et je l'ai suivi. J'ai démissionné de mon poste à Luxembourg pour arriver au Mexique. Et en fait c'est vraiment au Mexique. Enfin, c'est le Mexique vraiment qui s'est ouvert à nous et qui nous a donné envie de s'y installer et de fonder l'agence. En fait, c'est vraiment, on n'a pas choisi le Mexique pour aller ouvrir une agence de voyage écotouristique. C'est vraiment en arrivant au Mexique par hasard, on est vraiment un peu tombé sous le charme pendant un voyage au Chiapas. C'était vraiment un énorme coup de cœur. C'est en y arrivant, en découvrant toutes ces richesses culturelles, comme tu l'as si bien décrit en introduction. C'est ça qui nous a donné envie par la suite de monter une agence de voyage écotouristique en fait. C'est vraiment comme ça que ça s'est fait. On travaillait pas dans le tourisme avant. On a vraiment tout appris au Mexique. C'est vraiment le Mexique qui nous a donné envie de travailler dans le tourisme justement. Et qu'est-ce que ce serait votre philosophie du tourisme durable un petit peu? Pour moi, la philosophie de notre agence de voyage, c'est un petit peu la même philosophie qu'on a dans notre quotidien, en fait, dans notre vie personnelle. C'est une espèce de code éthique et aussi des valeurs qu'on applique dans notre vie de tous les jours. Donc, en fait, dans une agence de voyage, ça se traduit sur plusieurs choses, en fait. On peut agir à plusieurs niveaux. Être éco-friendly, c'est pas noir ou blanc. Donc, en fait, on nous attaque souvent sur oui, mais vous êtes une agence de voyage, donc vous polluez. Alors, certes, mais le voyage, ça apporte trop de choses positives pour qu'on se dise juste non, on va plus voyager. Moi, c'est vraiment grâce au voyage, par exemple, que j'ai été touchée par certaines thématiques sur l'impact des déchets, sur l'impact du réchauffement climatique, sur la montée des eaux, sur, par exemple, quand j'ai voyagé en Colombie, en Amérique latine, j'étais vraiment frappée par certains pays qui souffraient directement des impacts de la pollution au niveau mondial. Et c'est vrai que quand on est en Europe, on n'a pas forcément conscience puisque on n'a pas forcément les impacts devant nos yeux de toute notre consommation excessive, nos déchets ils vont dans des pays pauvres, etc. Donc en fait c'est grâce au voyage qu'on a accès en fait à cette ouverture de conscience. Donc c'est pour ça que je trouve dommage en fait de juste dire bon on va plus voyager parce que le voyage apporte trop de choses positives dans ce sens-là et peut vraiment permettre à des personnes d'ouvrir les yeux sur leur impact, sur la réalité du monde aujourd'hui, sur le réchauffement climatique, etc. Donc du coup, nous, notre philosophie, c'est OK, on va pas arrêter de voyager parce que c'est trop important. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour réduire à notre échelle l'impact de nos voyageurs ?
Donc en fait, c'est comme dans notre vie de tous les jours finalement. Dans notre vie de tous les jours, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire, bon ben voilà, je peux pas être parfait puisque je sais pas noir ou blanc, avoir des valeurs écologiques. On essaye d'agir à tous les niveaux possibles. Et du coup, au niveau du voyage, nous, on essaye d'agir sur plusieurs niveaux. Donc, par exemple, sur le transport de nos excursions. Donc, sur le transport de nos excursions, on va essayer de privilégier la mobilité douce, par exemple. Donc, on va essayer de mettre en priorité des excursions en catamaran, en VTT, à pied. Enfin voilà, on va essayer de supprimer les moteurs, non, des excursions. Il ne s'agit pas d'être radical, puisqu'il y a certaines expériences qui ne peuvent pas se réaliser sans un bateau à moteur. Ensuite, il y a les animaux, évidemment. Les animaux, c'est vraiment très important pour nous. Donc, évidemment, pas d'animal en captivité dans nos expériences. C'est vrai que malheureusement encore au Mexique, surtout sur la côte Caraïbe, on a des delphinariums. Donc avec des animaux en captivité, des dauphins en captivité, mais il y a aussi des requins, des tortues. Donc ça vraiment, nous, c'est banni de nos expériences. Et quand on nous le demande, on refuse et on essaye vraiment de faire de la... voilà, on essaie vraiment de conscientiser les voyageurs sur les impacts, sur la vie de ces mammifères marins, etc., comment ils sont capturés pour satisfaire un business voilà, qui rapporte beaucoup. Donc ça, vraiment, c'est hors de question. Nous, les animaux, c'est dans leur environnement naturel. Et même quand ils sont dans leur environnement naturel, on essaye de les déranger le moins possible. Donc, il y a des règles très strictes. On ne touche pas les animaux, on s'approche pas trop des animaux, on essaye de pas les déranger, etc. Puis ensuite, il y a les déchets. Donc, on a essayé de s'attaquer aussi aux déchets sur l'ensemble de nos tours, mais aussi des hôtels. Hein. Là, je parle de manière un petit peu générale. Donc, on a sélectionné des hôtels qui, par exemple, ont fait l'effort de supprimer les bouteilles plastiques dans les chambres. Aussi de supprimer tout ce qui est échantillon dans les salles de bain, vous voyez, dans les gels douches, les shampoings, etc. Donc, qui proposent des choses en refill. Et au sein des tours, voilà, donc pas de bouteilles en plastique, pas de choses jetables. Et nous, on fournit en fait une gourde thermo à nos voyageurs et on leur indique où ils peuvent la remplir pour après essayer de vivre sans bouteilles en plastique au Mexique, ce qui est un sacré challenge hein, parce qu'au Mexique, l'eau, elle n'est pas potable. Donc, on ne peut pas forcément remplir une gourde aussi facilement qu'en France au robinet, quoi. Tout à l'heure, tu parlais des delphinariums qui étaient autorisés au Mexique. C'est vrai qu'en France, progressivement, c'est des pratiques qui vont devenir interdites, la captivité d'animaux sauvages dans les cirques et dans les delphinariums. Et donc, justement, en parlant de ça, moi, je voulais te poser une question parce que on sait qu'en France, la crise du coronavirus a été un accélérateur sur les tendances écotouristiques. Les territoires se sont vraiment emparés du sujet. Et donc, on entend vraiment beaucoup plus parler de tout ce qui va être itinérance douce, vélotourisme, consommer local, bref, un tourisme plus durable. Et au Mexique, quelles évolutions en matière d'ouverture au tourisme durable tu as pu constater ces dernières années? Est-ce que tu penses que la crise a agi, elle aussi, comme un accélérateur de ces tendances-là? Non, malheureusement, c'est un peu le contraire. J'aurais aimé dire oui. En fait, nous, on a observé vraiment une sensibilité plus exacerbée envers l'écotourisme de la part des Français ou des Européens. Les Européens ont vraiment une volonté maintenant de voyager de manière plus responsable. En revanche, au Mexique, on a fait un petit pas en arrière quand même. Et je pense que le monde entier, hein, en termes de choses jetables, les masques, c'est devenu le nouveau cancer des océans avec le microplastique. Donc malheureusement, les gens sont plus sensibilisés, mais on a fait un petit pas en arrière quand même en termes de consommation de déchets et c'est le cas au Mexique. J'ai quand même quelques hôtels avec lesquels on travaillait avant le Covid, qui avaient fait des efforts dans la réduction du plastique, etc. Et la crise du Covid les a incités à revenir sur une solution moins chère. Et souvent, la solution moins chère, c'est la solution la moins écologique. Donc, il y a aussi un impact économique qui a été tel sur certaines destinations touristiques qu'elles n'ont pas permis aux hôteliers, aux fournisseurs de l'industrie touristique de continuer dans leur lancée de réduction d'impact, de déchets, etc., puisque c'est la solution la plus chère. Et le Covid a impacté vraiment fortement
l'économie touristique pendant 2 ans. J'aurais aimé dire que oui, mais j'ai pas forcément, non, j'ai pas forcément d'exemple concret et j'ai l'impression plutôt que c'est le contraire. Merci beaucoup, c'est vraiment super intéressant d'avoir une autre vision des impacts de la crise, de ce qui se passe dans notre pays. Alors, maintenant, j'aimerais bien qu'on parle du côté un petit peu plus pratique d'un voyage durable au Mexique. Comme on en a déjà parlé, le Mexique, c'est un immense pays, le 4e plus grand au monde, avec des richesses culturelles et naturelles si variées qu'il peut vraiment parfois être compliqué de savoir par où démarrer quand on veut s'y rendre pour la première fois. Alors, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à un voyageur pour créer son premier itinéraire écotouristique au Mexique? Alors, c'est une très bonne question. Alors, le Mexique, c'est un pays incroyable, et c'est un pays très, très grand. C'est un pays très, très grand, c'est 4 fois la France, pour vous donner un ordre d'idée, et il y a à peu près 7-8 climats différents. Donc, on a vraiment des États qui sont comme des nouveaux pays. Donc, en fait, moi, la question que je poserais avant de vous demander où vous allez aller au Mexique, c'est qu'est-ce que vous aimez? Parce qu'en fait, au Mexique, on va avoir vraiment de tout. Par exemple, si je mets en comparaison la Basse-Californie et le Chiapas, c'est vraiment 2 pays différents. On a d'un côté la Basse-Californie avec un côté très ouest américain, très road trip, des grands déserts avec des espaces très vastes, des cactus, de l'aridité, des eaux turquoises, beaucoup de faune marine. Et on a de l'autre côté le Chiapas, qui borde le Guatemala, dans le sud du pays, où on a de la jungle, encore des populations autochtones qui parlent maya, on a beaucoup de biodiversité, des singes, des toucans, beaucoup de sites archéologiques, beaucoup d'histoires, beaucoup de nature, en fait, quelque chose qui ressemblerait plus, voilà, au Guatemala, à Costa Rica au niveau nature. Donc voilà. Ouais, c'est marrant que tu dises ça, il faut que tu prennes ces exemples, parce que quand j'habitais au Mexique, j'ai visité ces 2 régions à 3 semaines d'intervalle. Et j'ai bien vu la différence. C'était très très intéressant de voir ces 2 Mexiques à si peu d'intervalle. Ah oui, oui, oui. Non, c'est ça en fait. C'est pour ça que c'est difficile de dire, bon, bah, je commencerai par là. Ou alors, c'est vrai qu'on a tendance à aller sur le Yucatan. Pourquoi le Yucatan? Parce qu'en fait, le Yucatan, il met tout le monde d'accord. On va retrouver beaucoup de pans du tourisme qu'on affectionne. On va avoir l'histoire, on va avoir des sites archéologiques. On va avoir la gastronomie, on va avoir les Caraïbes, les belles plages, le climat tropical. Voilà, on va retrouver beaucoup d'aspects qui plaisent à beaucoup de personnes. Et en fait, on va pouvoir, entre guillemets, cocher plusieurs cases. C'est-à-dire qu'on va avoir à la fois un petit peu de jungle dans le sud de la péninsule, on va avoir des villes coloniales, on va avoir de la plage, on va avoir des sites archéologiques. Donc vraiment, on va réunir beaucoup d'aspects du voyage et beaucoup de choses qui représentent vraiment le Mexique. Et c'est vrai que quand on va dans le Chiapas, bon bah voilà, c'est très nature, c'est très authentique, mais on n'a pas la plage. Ou encore en Basse-Californie, on va avoir la biodiversité marine, on va avoir ce côté road trip, mais comme il n'y avait pas de civilisation précolombienne établie en Basse-Californie, c'était des nomades qui vivaient là-bas, il n'y a pas de vestiges précolombiens. Donc il va manquer un petit peu ce pan historique. Donc en fait, c'est vrai qu'on a tendance à proposer comme un premier voyage au Mexique, parce que oui, le Mexique, il faut y aller plusieurs fois. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, le Yucatan abrite toutes les images, toutes les représentations que l'on se fait du Mexique. Et c'est vrai que pour un premier voyage, comme tu dis, ça vient cocher toutes les cases. Et maintenant, du coup, j'aimerais bien qu'on parle d'un côté un peu plus oublié du Mexique, un côté un peu plus culturel également, en faisant un focus sur la ville de Mexico, où du coup vous êtes implanté, parce que Mexico, c'est une ville qui souffre de nombreux préjugés, problèmes de pollution, de sécurité, et au final, peu de gens connaissent les richesses culturelles et puis historiques qu'elle abrite, comme le fait que d'ailleurs elle est en réalité bien plus verte que ce que l'on pense, et du coup elle est souvent négligée dans les itinéraires traditionnels qui vont la plupart du temps se concentrer sur le Yucatan, sur le Chiapas. Et du coup, en quelques mots, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux voyageurs qui ont une mauvaise image de cette ville? Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que la ville de Mexico est plus verte qu'on ne le pense. Incroyable. C'est vrai que et tous les amis que j'invite à Mexico, ils me disent la même chose. Toutes les villes sont arborées, il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de
parcs et toutes les avenues, il y a beaucoup d'arbres. Et c'est vrai que ça donne vraiment une sensation de ville verte, hein. Honnêtement, la ville de Mexico est plus boisée, plus arborée que la majorité des villes françaises. Et vraiment, c'est quelque chose qui frappe quand on arrive à Mexico. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est vrai que Mexico a la réputation d'être, voilà, c'est la quatrième ville la plus grande du monde. Et c'est vrai que c'est dense, hein, c'est un petit peu la jungle. Ça donne une impression quand on arrive de waouh, c'est impressionnant, mais c'est une étape trop importante. Quand on arrive au Mexique, comme tu le dis, il y a énormément de choses à faire, hein. C'est un berceau culturel. C'est là où a commencé aussi l'histoire du Mexique. Moi, c'est pour ça que je trouve que c'est quand même intéressant d'y passer, parce que le Mexique, qui s'appelle aujourd'hui Mexique, Mexico, ça vient des Mexicas. C'est là où la conquête de Hernán Cortés a commencé. Mais la ville de Mexico a été construite par les Espagnols sur Tenochtitlan, qui était à l'époque l'empire aztèque, l'empire des Mexicas au Mexique. Donc, c'est vraiment une étape trop importante. Toute la partie historique aussi liée à la Révolution, à l'indépendance qu'on peut voir encore à Mexico et qui est très très intéressante et qui fait vraiment partie de l'histoire du Mexique. Tout à fait. Il y a aussi la brève histoire de de l'empire de Maximilien et Charlotte envoyé par Napoléon à l'époque. Le château de Chapultepec, qui est le seul château monarque d'Amérique latine. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et surtout, c'est une ville qui bouge culturellement. Il y a plein de restaurants, de bars. Et autour de Mexico, d'ailleurs, pour les gens qui sont intéressés par la nature, il y a énormément aussi de choses à faire. Pour les randonneurs, il y a le Nevado de Toluca, qui est un volcan vraiment proche de Mexico. Ensuite, autour, il y a quand même pas mal de choses aussi à faire au niveau nature. Il y a beaucoup de parcs, il y a beaucoup il y a les Dinamos, à Rusco. Enfin, il y a beaucoup de choses aussi autour de Mexico qui se rapprochent à la nature. Donc, en fait, elle a l'avantage, la ville de Mexico, d'avoir l'aspect culturel, des musées. C'est une des villes avec le plus de musées au monde aussi, hein. Il y a beaucoup de musées, beaucoup d'expos, des concerts, des restaurants. C'est une des villes avec le plus de restaurants également. Mais ça convient aussi pour les amoureux de la nature, parce qu'autour de Mexico, il y a quand même pas mal de choses à faire au niveau rando, VTT, escalade. Enfin, vraiment, on s'y attend pas, mais autour de la ville de Mexico, il y a quand même aussi des choses très nature. Aussi, ça m'a surpris. Et dès qu'on sort de Mexico, on se retrouve directement dans la forêt. Tout à fait, le parc des Dinamos, par exemple, parce qu'elle est très vaste, hein, la ville de Mexico. On est sur 47 km sur une soixantaine de kilomètres. Vous le voyez quand vous survolez la ville, d'ailleurs, quand vous arrivez ou vous repartez de Mexico, c'est impressionnant. Et au sein même de la ville de Mexico, il y a un parc qui s'appelle Los Dinamos, où on peut faire de l'escalade et de la randonnée, mais qui est dans la ville. Ça fait partie de la ville de Mexico. Donc c'est pour dire qu'au sein de la ville de Mexico, il y a vraiment des grands parcs naturels, des forêts magnifiques. C'est vrai qu'on a une image un peu biaisée de cette ville-là, puisqu'elle a mauvaise réputation, voilà, pour sa pollution, ou voilà. Et c'est vrai que non, il y a quand même plein de choses extraordinaires. Et souvent, nos voyageurs, on les incite à passer par la ville de Mexico et ils sont rarement déçus. Ils sont rarement déçus parce qu'il y a des expériences culinaires, il y a des expériences culturelles qui vont vivre à Mexico qui ne vivraient pas dans d'autres villes du Mexique. Ouais, ça m'étonne pas, c'est une ville vraiment incroyable. Pour les amoureux de l'art aussi, avec tout ce qui est autour de Diego Rivera, Frida Kahlo, etc. L'architecture aussi. Voilà, d'art contemporain. Je pense au musée Soumaya. Tout à fait, c'est vrai qu'il y a le pan artistique, architectural. C'est vrai qu'au niveau architecture, il y a quand même... en fait, il y en a vraiment pour tous les goûts, sur le point de vue culturel, gastronomie, artistique. Aussi, je trouve que c'est très intéressant. Pourquoi passer par la ville de Mexico ? Parce qu'il y a un musée alors qui est magnifique et puis en plus qui est très intéressant, c'est le musée d'anthropologie. Et honnêtement, pour démarrer un voyage au Mexique, dans un voyage au Mexique en général, on visite beaucoup de sites archéologiques. Mais si on passe pas par le musée d'anthropologie, on n'a pas forcément cette introduction au monde précolombien qui réunit quand même beaucoup d'époques. On parle de pré-classique, classique, post-classique, etc. On va nous parler de beaucoup de civilisations pendant le voyage. On va nous parler des Toltecs, des Mayas, des Mexicas, des Zapotèques. Et du coup, en fait, on peut vite se perdre pendant des visites de sites archéologiques si on n'a pas eu une petite introduction au mode précolombien. Et en fait, de commencer par Mexico City et de commencer avec une introduction en douceur sur les différentes époques préhispaniques, sur les différentes civilisations, les repérer dans le temps, comprendre un petit peu l'histoire de la conquête et l'histoire
depuis les Toltecs. Moi, je trouve que c'est quand même intéressant puisqu'on arrive après dans le Chiapas ou à Oaxaca ou dans le Yucatan avec un petit peu une vision d'ensemble du monde précolombien. Et du coup, on est un peu mieux situé aussi dans le temps. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mexico, c'est vraiment une super introduction pour un voyage au Mexique, pour mieux comprendre ce pays et son histoire. Et en parlant de lieux moins connus du tourisme au Mexique, est-ce que au-delà de Mexico, tu aurais d'autres idées, d'expériences, de régions du pays à découvrir autrement en dehors des idées reçues et des routes touristiques traditionnelles? Oui, tout à fait. J'ai un énorme coup de cœur pour la région vers San Luis Potosí, la Huasteca. C'est un endroit incroyable. Beaucoup de nature, c'est pas du tout touristique. On peut y faire du rafting, on peut y faire de la randonnée. C'est une région très nature. Il y a le fameux aussi Castillo de Edward James, qui est une œuvre d'architecture très intéressante. Donc vraiment, voilà, pour les personnes qui recherchent une région du Mexique vraiment pas explorée par les étrangers, j'aurais vraiment tendance à recommander la Huasteca Potosina sans aucun doute. Et pour finir cet épisode, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Ça peut être une anecdote inspirante, une anecdote... ce que tu veux, quelque chose à rajouter, un message à faire passer. Alors inspirante, je sais pas, mais c'est ce qui a inspiré en tout cas notre passion pour le Mexique. C'est quand on arrivait avec Élise, notre premier voyage, on l'a fait dans la région du Chiapas, donc c'est effectivement notre région coup de cœur. On a tendance à la proposer vraiment, vraiment, parce qu'en fait c'est là où on sent que notre métier a du sens. C'est là où on sent le plus l'impact de notre métier de manière positive en fait. Parce que quand on va dans le Chiapas, on sent vraiment qu'on crée de l'économie, qu'on développe des choses avec des locaux. Et puis voilà, on arrivait en plus, nous, on voyageait dans le Chiapas sur le toit d'une fourgonnette. Et c'est vraiment cette région en particulier qui nous a passionnés pour le tourisme et pour le Mexique. Donc inspirante, je sais pas, mais vraiment c'est le Chiapas qui nous a inspirés à monter Mexico, qui nous a passionnés pour le monde du tourisme et qui nous continue en fait de nous passionner et passionner les voyageurs. Donc c'est vraiment une région que j'aurais tendance à mettre beaucoup en avant parce que c'est une très très belle région où on fait de très belles rencontres et surtout c'est là où on va retrouver l'essence du voyage et de la connexion avec un pays, avec les gens, avec les locaux. Donc voilà, ça serait mon petit mot de la fin, le petit coup de cœur Mexico pour le Chiapas. Voilà. Bon ben voilà, c'est déjà la fin de cet épisode sur le Mexique. Bon, ben merci Élise, en tout cas de nous avoir donné l'opportunité de pouvoir nous exprimer sur le Mexique, sur ce sujet qui nous passionne. Donc, merci pour ton temps et merci à ceux qui ont écouté le podcast jusqu'à la fin. Merci à toi. J'espère que vous, nos auditeurs, vous avez pu trouver aujourd'hui votre dose d'inspiration voyage. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, nous vous y répondrons avec grand plaisir. Si vous voulez approfondir vos recherches sur le Mexique, vous pouvez vous rendre sur le site officiel de Mexico et sur notre blog flokeo.com. Je vous souhaite une merveilleuse journée et d'ici le prochain épisode dimanche prochain, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein.